Nouveau numéro de 100% Bénin sur Sika. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Au Bénin, le gouvernement a approuvé un plan de restructuration de Libercom et de Bénin Télécom SA. Objectif, booster le secteur du numérique afin d'accélérer la croissance et l'inclusion sociale d'ici 2021. Pour atteindre cet objectif, l'administration Talon a décidé de la dissolution anticipée de Libercom et de Bénin Télécom Infrastructure, puis de la sélection d'un partenaire pour une gestion de type privé de Bénin Télécom Services. Une réforme parmi tant d'autres du gouvernement, contestée par des partenaires sociaux qui dénoncent un bradage du patrimoine d'État au profit du privé. À la suite donc de l'ASECNA, du CNHU, du port autonome de Cotonou et de la SONAPRA, c'est au tour de Libercom et de Bénin Télécom SA d'entrer dans la danse des contestations du vent de privatisation et de liquidation qui soufflent depuis un certain temps sur des sociétés d'État. Si l'ambition du gouvernement peut être qualifiée de noble, l'option faite pour y parvenir l'est-elle pour autant? Eh bien, la question sera au cœur de ce débat, un débat qui se fera avec vous, Ferdinand Rompé. Bonjour. Bonjour, vous, syndicaliste, vous êtes le secrétaire général du syndicat des travailleurs de Libercom SA, Centra Libercom. Merci d'avoir accepté notre invitation. On mènera également cette discussion avec vous, Félicien Fayon. Bonjour. Bonjour Clépi. Journaliste, vous êtes chargé des enquêtes et des dossiers à la rédaction du quotidien béninois d'information et d'analyse, le matinal. Merci également d'être avec nous. Je vous en prie. Ferdinand Rompé, un vent de restructuration qui souffle sur Libercom et Bénin Télécom SA. Cela ne devrait pas être une bonne nouvelle pour vous autres qui aviez par le passé dénoncé une mauvaise gestion, des mauvaises gestions à la tête de ces structures d'État. Oui, merci monsieur le journaliste. Je pense que nous avions voulu nous-mêmes les réformes dans cette maison parce que Libercom se portait très mal. Et déjà à l'arrivée de ce nouveau gouvernement, nous avions mené des démarches à l'endroit de notre ministre de tutelle, Madame Rafiatou Monroe, qui nous avait reçus plusieurs fois. Donc, nous avions souhaité qu'il y ait des réformes. Mais seulement, ce qui est arrivé dernièrement nous a surpris, parce que il ne s'agit pas là de réforme, mais on fait une baraque. Carrément. Carrément. Mais avant que le gouvernement ne prenne une telle décision, vous avez quand même eu des rencontres avec votre ministre de tutelle. Mais est-ce que cela voudrait dire que vous n'avez pas été associé à ce que nous qualifions de réforme? Non, nous n'avons pas du tout été associés. Toutes les rencontres que nous avons eues avec notre ministre ne nous avaient rien donné de concret. C'est-à-dire qu'elle nous disait qu'il y avait des réformes qui étaient en cours, mais sans nous expliquer l'allure que ça allait prendre. Jusqu'en juin, le 8 juin passé, on l'a encore rencontré parce que nous avions programmé une marche sur le ministère, toujours pour réclamer que ces réformes-là arrivent enfin. Et elle nous a convaincus d'abandonner la marche et de rentrer en négociation avec elle. Donc ce jour-là, elle nous disait que dans 2 semaines, elle allait nous rappeler pour qu'on discute ensemble de quelle forme de réforme on allait appliquer pour qu'elle puisse faire son speech au Conseil des ministres. C'est à l'issue des 2 semaines-là que le Conseil des ministres a statué et elle nous a appelés à midi pour nous annoncer la nouvelle. Est-ce qu'on peut dire que c'est une décision qui vous a... C'était une décision surprise pour vous? C'était une décision de surprise. C'était une décision surprise. On s'attendait à tout sauf ça. Félicien Fayon, de votre position de journaliste, quelle appréciation avez-vous fait d'une telle décision du gouvernement? D'abord, il faut avouer que moi, je n'ai jamais été
d'accord avec les décisions qui ont tendance à remettre en cause les emplois. D'accord? Ça veut dire que les liquidations, les délégations de mandats, les privatisations et autres, pas que je suis contre, mais moi je suis un peu contre la forme qu'on y met. Parce que si on doit le faire, je pense qu'il faut pouvoir penser donc à la sauvegarde des emplois. C'est surtout ça l'essentiel. Maintenant, il faut qu'on aille chercher à savoir si ce qui est caché derrière ces liquidations, ces privatisations et dissolutions dont on parle aujourd'hui est mauvais. Un État, un gouvernement qui décide donc de dissoudre une société ou bien qui décide donc de privatiser une société a certainement une ambition certainement plus grande que celle donc, de la société à l'étape de la décision, au moment où la décision a été prise. Vous voyez? Et donc, pour forcément y arriver, il faut soit remettre ça à un privé, parce que les sociétés d'État aujourd'hui ont du mal à fonctionner correctement. Peu de sociétés ou bien d'entreprises d'État sont bien gérées et avec lesquelles on n'a pas de résultats. Et donc, à partir de cet instant, l'État estime qu'il faut que lui se retire. Bon, pas entièrement, mais il faut quand même qu'il délègue une bonne partie de la gestion au privé. Et les privés étant souvent plus rigoureux que l'État lui-même qui n'arrive pas vraiment à tout contrôler, ça marche. Et nous avons vu des sociétés qui ont été privatisées et qui sont bien gérées aujourd'hui. Je ne vais pas donner des exemples ici, mais toujours est-il que quand vous prenez par exemple les chaînes de télévision, vous voyez là où nous sommes sur Sika TV, c'est un privé. Je vous assure que c'est mieux géré que des chaînes publiques qui sont dans beaucoup de pays de cette Afrique-là. Donc, je pense que lorsque le gouvernement prend les décisions de privatiser, c'est pour offrir de meilleurs services aux populations. Et la finalité, c'est ça en réalité. Et ce que nous déplorons malheureusement, c'est que les emplois ne sont plus sauvegardés. Maintenant, pour le cas précis, pour le cas de l'Ibercom, je pense que je peux être même d'accord avec ceux qui ont décrié la liquidation de la Sonapra, ceux qui ont décrié donc, la privatisation d'une partie de l'aéroport. Ce n'est pas tout l'aéroport, c'est juste une partie des prestations des services offerts, non pas l'aéroport qui a été privatisé. Ceux qui ont décrié tout ça, j'ai été un peu d'accord avec eux parce qu'il a dit il faut quand même qu'on pense à la sauvegarde des emplois. Heureusement que récemment, ils ont indemnisé les agents de la Sonapra. Ils ont été tous payés. Au niveau donc du port, je ne sais pas encore ce qui a été fait parce qu'en réalité, il n'y avait pas d'emploi qui a été mis en cause. Ainsi de suite. Maintenant, pour l'Ibercom, ça, c'est l'une des décisions que moi j'ai appréciées, que j'ai approuvées sans réfléchir. Pourquoi? Parce que vous êtes d'accord avec moi que l'Ibercom aujourd'hui n'arrive pas à satisfaire la clientèle. L'Ibercom n'arrive même pas à atteindre même le tiers, même le 10e des objectifs que lui-même il s'est fixé. L'Ibercom n'arrive plus aujourd'hui à couvrir tous les quartiers de Cotonou. Vous imaginez? C'est-à-dire que vous avez la carte SIM, vous payez le crédit, mais vous n'arrivez même pas à téléphoner à tous les coins de Cotonou. Et dans Cotonou, c'est juste une seule commune. Une seule commune, bien sûr. Sur 77. Vous voyez un peu, c'est le réseau de l'État, c'est pour l'État, c'est le premier réseau mobile au Bénin. Et ça appartient à l'État béninois. Et donc géré par des agents recrutés par l'État ou bien des agents conventionnés de l'Ibercom. Il faut, je laisse peut-être mon ami Ferdinand faire tout à l'heure, donc je vais laisser faire l'historique de l'Ibercom qui est parti donc, de Bénin Télécom et ça. Et on a créé puis après l'entreprise l'Ibercom. Et ça pour pouvoir donc le rendre autonome. Et donc il y a certainement des agents qui ont des contrats directs avec l'Ibercom lui-même. Et donc les agents dont on parle, c'est soit des agents de l'État et puis des agents de l'Ibercom lui-même. Alors les agents sont là et c'est une société de l'État, mais qui n'atteint pas les résultats, mais qui n'arrive même pas à satisfaire, tout au moins. Nous on téléphonait. Et qu'avec l'argent, les gens faisaient une mauvaise gestion à l'interne, on pouvait comprendre. Mais c'est que les clients n'arrivaient même pas à jouir des services de l'Ibercom comme cela se devait. L'Ibercom est devenu comme un poids mort pour l'État. En quelque sorte, et je pense que les agents eux-mêmes, s'ils doivent être honnêtes envers eux-mêmes, ils doivent même saluer cette décision du gouvernement qui est donc de dissoudre la société. Et la dissolution n'est peut-être pas intervenue pour mettre fin à l'emploi des agents, mais ça va être temporaire. À mon avis, j'ai suivi Madame la ministre qui a dit que les agents seront indemnisés. Et ensuite, l'Ibercom a disparu, mais un nouveau réseau va naître.
C'est clair. Et avec ce nouveau réseau, je pense qu'on n'ira pas recruter des Togolais, on n'ira pas recruter des Congolais, des Gabonais pour venir animer ce nouveau service. Mais là, on n'a pas parlé d'un nouveau réseau qui va naître. Non, justement, on n'en a pas parlé, mais vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas prendre la décision de faire partie définitivement, d'accord, le premier réseau mobile sans le faire remplacer par un autre. Mais il faut le gouvernement, c'est tellement dans une logique que nous, on ne connaît peut-être pas. Nous ne pouvons pas rester ici et estimer que, bon, puisqu'on n'en a pas évoqué en Conseil des ministres, donc c'est fini qu'il n'y aura plus de nouveaux réseaux. Maintenant, s'il n'y a pas de nouveaux réseaux, qui sont ceux qui vont se plaindre? Est-ce les clients ou les agents? Puis les agents, on a dit, leur situation sera réglée, c'est-à-dire qu'ils seront indemnisés. À partir de cet instant, je pense que ceux qui doivent se plaindre, c'est ceux qui étaient abonnés à Libercom. Et c'est eux, c'est les associations des consommateurs qui vont forcément commencer par crier. Et à eux, le gouvernement sera certainement la réponse à apporter. Alors, Ferdinand Humpé, à travers un communiqué qui a été rendu public après l'annonce du gouvernement, l'annonce de cette réforme, bien entendu, des syndicats de la maison, Benet Telecom SA et Libercom, ont dénoncé un bradage du patrimoine de l'État au profit des sociétés privées. Le mot bradage, n'est-ce pas un mot un peu trop fort? Parce qu'il s'agit, selon ce que le gouvernement a dit, de restructurer une société. Une société, ce n'est pas un secret de polichinelle, une société moribonde. Oui, je crois qu'ici, il ne s'agit même pas de bradage. Il s'agit d'une fermeture pure et simple. Et moi, je ne comprends pas pourquoi mon prédécesseur disait tout à l'heure qu'il y aura une société qui sera créée. Jusqu'à l'heure où je vous parle... Je n'en ai pas fait une annonce, hein. J'ai estimé que le gouvernement doit avoir un projet, le montage d'une nouvelle société. Parce que je suis pas... Puisque nous ne sommes pas dans leur secret, aujourd'hui, rien n'a été annoncé. Donc ça suppose qu'à la date d'aujourd'hui, on a fini avec Libercom. C'est ce que nous avons déploré. En fait, si on nous avait annoncé, par exemple, qu'une nouvelle société sera créée en remplacement de Libercom, peut-être qu'on n'allait pas faire ce communiqué. Mais c'est le fait qu'on ne nous dise rien et qu'on dise fermer, et c'est tout. Mais là, est-ce que Félicien, par exemple, cela n'aurait pas été mieux que dans le dossier, cette communication du gouvernement au Conseil des ministres, qu'on puisse éclairer quand même la lanterne de ce qui sera la perspective, aussi bien pour la société que pour les travailleurs de la société? Ce qu'il faut reconnaître dans la décision qui a conduit à la dissolution de Libercom SA, c'est la démarche des autorités. Je pense que les autorités ont échangé avec les agents, parce que M. Humpé a reconnu tout à l'heure que la ministre a échangé avec eux au moins une ou deux fois, et même quand la décision a été prise en Conseil des ministres, c'est vrai qu'il y avait un délai qui était fixé pour prendre une autre décision à laquelle les autorités ne s'attendaient pas, mais elle a eu quand même l'amabilité de les appeler et de les informer en première position de ce que le Conseil des ministres a décidé donc de dissoudre la société. Ça veut dire qu'il faut quand même saluer ce dialogue-là, cette considération-là des agents de Libercom SA par la ministre, par l'autorité de tutelle qui a quand même pu échanger avec eux. Mais nous avons écouté le syndicalisme, mais c'est à croire qu'à travers ce dialogue, on a fait un peu comme économie de vérité. Bien sûr. Bon, je crois qu'il faut quand même saluer cela parce qu'ailleurs, il n'y avait même pas eu de dialogue préalable avant que la décision ne soit prise. L'information est intervenue, est venue et les agents l'ont appris comme nous autres, comme ça, au sein de l'opinion publique. Vous voyez, mais dans le cas précis, je pense qu'il y a même eu des échanges avec la ministre. Il faut quand même saluer et reconnaître cela. Et du moment où la ministre n'a certainement pas fermé ses portes, à moins que le syndicaliste va me démontrer le contraire, n'a pas fermé ses portes au personnel, je pense que de démarche en démarche, de discussion en discussion, une solution sera trouvée. La réponse appropriée leur sera donnée, qui certainement va être que soit une société va être montée, ou alors on va trouver les moyens pour les recaser quelque part. Mais n'oubliez pas que c'est nous qui avons forcé ces discussions, ces rencontres-là. De toutes les façons, elles ont été acceptées. C'est l'essentiel. D'accord, je vous le conseille. Tout à l'heure, vous étiez en train de... Vous aviez dit que Libercom constitue un poids pour l'État. Je crois qu'il va falloir faire l'historique de cette société. En fait, Libercom a démarré en 2000, le 2 mai 2000. Mais était en ce moment une direction
de l'OPT, de l'ex-OPT. C'était une direction technique de l'Office des postes et télécommunications. À cette époque, c'était un partenariat entre l'OPT et le groupe Titan. Un partenariat de type BOT. Ça a duré à peine 1 an et demi. Et les barons de l'OPT ont, pour des raisons qui étaient personnelles à eux, ils ont rompu le contrat avec Titan et Titan est parti. Donc on était entièrement géré par l'OPT. Jusqu'en 2013. Bon, en temps, l'OPT a été divisé, il y avait la Poste qui était partie de l'autre côté et l'OPT est devenu Bénin Télécom. Donc, toutes les recettes de Libercom étaient versées dans le compte de Bénin Télécom, qui en retour, chaque mois, nous donnait des fonds de roulement. Au départ, c'était 150 millions, après c'est venu à 100 millions, et au finish, c'était à 50 millions. Donc ces recettes, ces fonds de roulement ne nous permettaient même pas de subvenir à toutes les charges de la maison. Et les recettes que Libercom faisait n'ont pas été utilisées pour améliorer les équipements. C'est passé à d'autres fins que nous ne savons pas, puisque les recettes étaient versées dans le compte de Bénin Télécom. Donc ça a duré tout le temps. Et Libercom souffrait d'abord de maintenance. Nous avions des équipements qui datent de 2000, d'autres de 2004, parce qu'avec le projet ZTE, on a eu d'autres équipements en 2004. Donc on avait même des problèmes de pièces de rechange. Et face à cette situation, le gouvernement Yahi, je crois, avait entrepris des réformes et a voulu dénationaliser Libercom. Bien sûr. Donc, on a été séparés de Bénin Télécom en juin 2013. Ce processus devait durer 6 mois. Et pour cette raison, Libercom n'avait pas eu des fonds de roulement. On a quitté Bénin Télécom, mais avec 0 franc. Le capital qui a été constitué, c'était... le capital s'est fait sur la base des inventaires, des équipements qu'on avait. Donc, nous n'avions pas eu un seul franc pour fonctionner. Donc, c'était sur la base des petites recettes que nous arrivions à gérer le... Est-ce une façon de dire que ce sont ces différentes procédures qui ont à petit feu tué Libercom? C'est ça. Ce sont ces... Écoutez, maintenant, lorsque nous sommes devenus une société Libercom SA, en temps, il y avait le projet de la 4G qui était venu à Bénin Télécom. En principe, c'était à Libercom de l'exploiter. Mais nous ne savons pas comment les choses se sont passées. Et on crée une société, on dit Bénin Télécom Service, à qui on remet ce service. Et qui ne l'utilise pas pleinement, parce que la 4G, il devrait faire la voix et la data, mais ils n'utilisent que la partie data, parce qu'ils n'ont pas cette licence, en fait. Donc c'est Libercom qui devait... Donc je me demande si ce n'était pas la volonté de certains cadres exprès de faire disparaître le réseau national. Vous estimez que c'est une mort programmée à dessein? C'est une mort programmée à dessein. Mieux, je me rappelle en 2006... Lorsque le président Yahi Boni était venu, je crois qu'on avait coupé les autres réseaux GSM. Et sans avoir pris les précautions de renforcer le réseau national, on a coupé les autres. Et si bien que c'était en 2007. Ouais, merci. C'était en 2007. Tout de suite, on était asphyxié. Libercom était asphyxié. Et on a jugé, bon, faire venir Glo. Et quand Glo est venu, vous imaginez, Glo s'était installé sur nos pylônes. Pour pouvoir vite redéployer ces équipements Glo, on avait donné, on a intimé l'ordre de laisser Glo s'installer sur nos antennes. Mais pas gratuitement quand même. Ça devait rapporter des choses à Libercom. Rien du tout, c'était gratuit. C'était gratuit. Vous pouvez faire vos investigations, c'était gratuit. Donc vous imaginez des concurrents qui viennent et pour vite gagner du terrain, pour
déployer leurs équipements, on les laisse s'installer sur les antennes de Libercom. On avait déploré ça dans le temps, mais on n'avait pas voix au chapitre, c'était décidé de là-haut. Donc voilà des événements, des faits qui nous asphyxiaient, qui faisaient qu'on sombrait de jour en jour, jusqu'à l'étape où nous sommes aujourd'hui. Donc c'est pour ça que nous avons mal qu'on remercie le personnel, puisque tout ce qui s'est passé ne dépend aucunement pas du personnel. Je vous assure, même si on va chercher un technicien de Harvard ou de je ne sais où, sur ces équipements, qu'est-ce qu'il pourra faire? Nous n'arrivons même pas à fournir l'Internet. Aujourd'hui, qui peut prendre une SIM qui n'a pas l'Internet, à part peut-être les vieux ou ceux qui... Bon, vous imaginez, nous avons vraiment souffert, nous, agents de la maison. À un moment donné, même quand tu sors avec des amis, tu as honte de te présenter comme agent de Libercom. Parce que tout le monde commence par nous insulter. Oui, vous là, vous ne foutez rien, vous ne foutez rien. On a pris toutes ces charges-là. Justement parce qu'à un moment donné, tout le monde avait l'impression que l'État injectait de l'argent dans Libercom, mais que les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Justement, c'est ce que les gens ont pensé. C'est ce que les gens pensaient, mais ce n'était pas la réalité. Ce n'était pas du tout la réalité. Nous avons tout fait pour que... Bon, lorsque ce gouvernement est arrivé, ils nous ont demandé de faire des propositions. Nous avons fait des propositions du genre partenariat public-privé. Parce que nous avons contacté certains équipementiers qui étaient prêts à nous accompagner. Ils avaient accepté de nous accompagner. On a fait 3 propositions à notre ministre. Lesquelles? Le partenariat public-privé déjà. Public-privé, c'est-à-dire avec 3 équipementiers différents. Le fait que l'État puisse injecter de l'argent pour redresser la maison aussi. Vous avez fait une telle proposition, mais qui a été balayée du revers. Qui a été balayée parce qu'ils estimaient que l'État n'avait pas les moyens de le faire. C'est pour cette raison que nous avons proposé le partenariat public-privé, qui, bon, en principe, devrait quand même être accepté. Nous n'avons pas compris pourquoi ils ne l'ont pas, ils l'ont balayé de revers de main et ont voulu finir avec la société. Félicien Fayon, les partenaires sociaux parlent de bradage de patrimoine d'État. Est-ce que vous en faites la même lecture? Non, vous savez, c'est pour ça que moi, je dis toujours qu'il y a des partenaires sociaux, il y a des syndicalistes qui emploient des expressions dont ils ne maîtrisent pas forcément le sens. Il y en a qui font de la récupération de certains dossiers, ils font de la récupération politique, j'allais dire. Parce que cette affaire de Libercom, les gens crient, il y a des syndicalistes qui crient, il y a des acteurs politiques qui crient déjà sur tous les toits, alors qu'ils ne maîtrisent pas le fond du dossier. Vous voyez, voilà un agent de la maison qui vient de faire l'historique, qui vient de présenter la situation de la société et qui est arrivé en quelque sorte à conclure que, enfin, il fallait quand même que la société parte. Je le dis parce qu'il a reconnu que eux-mêmes, ils n'étaient même plus fiers d'être agents de Libercom. Vous voyez un peu, ça veut dire que la société n'avait même plus sa raison d'être. Elle ne pouvait plus exister. Elle constituait même un poids pour même le personnel. Et vous voyez, à partir de cet instant, je ne pense pas que dissoudre cette société serait une erreur, serait une faute, ou que déjà on ne commence pas à parler de bradage et qu'on en fait et qu'on en fasse une récupération politique. Et je suis sûr que si ces syndicalistes n'étaient pas des gens responsables, les gens allaient commencer par les manipuler pour organiser des marches, des sit-ins, pour crier partout, pour dire que le gouvernement est en train de tout privatiser. Parce que ça se dit dans la presse. Maintenant, vous-même, vous avez suivi tout à l'heure le syndicaliste qui a expliqué un peu comment est-ce que les gens sont arrivés à tuer la société. Et ce que nous devons retenir ici, c'est que, et le syndicat l'a dit, on n'a imputé aucune faute, aucune erreur au gouvernement actuel. Parce que ce régime n'est à la base de rien. Et ce régime, à mon avis, ne pouvait rien d'autre que de dissoudre cette société, maintenant quitte à réfléchir, à s'asseoir maintenant. Est-ce que la dissolution était la seule solution sur la table? Parce que nous avons écouté le partenaire social qui dit nous avons fait des propositions.
ça peut être un partenariat public-privé. Il y avait même déjà des privés qui sont d'accord pour financer la restructuration de la maison. Mais à côté, il y avait la dissolution, mais il y avait également le fait que le gouvernement pouvait injecter des fonds dans la société pour restructurer la maison. Ça, c'est balayé du revers de la main. Le gouvernement n'en peut pas parce que les finances de l'État sont également en souffrance. Mais qu'en est-il du partenariat public-privé avec des partenaires déjà disponibles? Voilà. Vous savez, les syndicalistes, on les écoute souvent, sinon beaucoup plus, lorsque leur salaire commence par avoir des difficultés. Et tant qu'ils sont payés à chaque fin du mois, vous n'entendez rien. Même si la société fonctionne mal, là, bon, ils essayent de grogner un peu seulement, mais bon, ils ne font pas en grève et ils ne manifestent pas trop leur mécontentement. En tout cas, on ne les sent pas trop. Vous voyez, mais on commence par les sentir lorsque les primes ne sont pas payées, lorsque les salaires ne sont pas payés. Au moment où tout cela n'allait pas depuis 17 ans, est-ce que vous avez entendu du bruit? C'est vrai, il y a eu des actions. Il a dit tout à l'heure, ils ont fait des démarches. Mais des démarches en soutien, des démarches dont on n'avait pas forcément connaissance. Des démarches peu médiatisées. Les gens n'avaient pas eu le courage de monter au créneau pour dénoncer les différents régimes. Au moment où, par exemple, le régime de Yahi Boni demandait à Agro de monter sur les équipements de Libercom en 2007-2008, sans payer de l'argent. Les syndicalistes n'avaient pas créé pour dénoncer cela. Alors que tout cela a participé donc à la mort de la société. Maintenant que les emplois sont en difficulté, vous avez vu, on a commencé par entendre les gens. Comment est-ce que vous voulez qu'un régime vienne, d'accord, avec des ambitions, avec de grandes ambitions, et vienne maintenant mettre de l'argent dans une société que les gens ont mis 17 ans à tuer, qu'on vienne mettre de l'argent. Les grandes ambitions, ce n'est pas forcément la suppression des emplois. Non, c'est pas là. Non, ici, il ne s'agit pas de suppression des emplois parce que la société même n'arrivait même plus à payer les salaires des fonctionnaires qui travaillent dans la maison. Et donc, même si on devait, Libercom devait aux gens 4 mois, 5 mois, 6 mois, on ne devait pas forcément imputer l'erreur au gouvernement. Et donc, vous voyez, les syndicalistes eux-mêmes, ils ont démontré que l'État même ne pouvait rien. Ils n'ont pas eu de partenariat public-privé. Alors, comment est-ce qu'on peut faire un partenariat avec une société dont on n'est pas sûr de la relève, de la résurrection? On n'est pas très sûr. Donc, on ne peut pas faire un investissement. En tout cas, à la place du gouvernement, moi-même, j'adopterai cette position. Je le dis parce que si la société est morte, c'est aussi à cause des hommes. On ne peut pas dire que les hommes n'en sont pas pour quelque chose. Alors, faut-il encore envoyer des milliards là où les mêmes hommes sont, les mêmes hommes qui étaient là et qui ont vu la société mourir? Faut-il encore envoyer des milliards parce qu'en réalité, le partenariat public-privé, ce n'est pas gratuit. C'est des milliards qu'on va envoyer. C'est de nouveaux équipements qu'il faut envoyer. C'est le privé qui finance. Non, le privé qui finance, mais ce n'est pas le privé qui va gérer. Justement, ce n'est pas le privé qui va gérer. Le privé, son problème, c'est juste de mettre les moyens pour maintenant récupérer un peu ou bien peut-être continuer en gérant et de faire des bénéfices. Et de faire des bénéfices, mais ce n'est pas sûr que l'État, à l'étape actuelle, on ait les résultats qu'il faut. C'est pour ça que le gouvernement fait l'option de finir carrément avec cette société et réfléchir. À mon avis, c'est de réfléchir pour trouver maintenant une autre solution, bien sûr, j'allais dire. Et ce que le syndicaliste, M. Ongue, ne nous a pas dit ici, c'est que le groupe Orange a été approché pour racheter une part de Libercom, par exemple, pour pouvoir le mettre en valeur. Mais le groupe a refusé. Ce n'est même pas qu'ils ont posé un montant que le gouvernement a refusé. Le groupe a refusé, le groupe a dit, mais je retrouve la société dans un état où les équipements ne peuvent même pas me permettre de démarrer quelque chose. Il faut alors reprendre, il me faudra reprendre tout. C'est à quoi que je veux m'installer à nouveau au Bénin avec une nouvelle licence. Il vaut mieux alors avoir une nouvelle licence et démarrer que d'acheter Libercom. Et donc ce groupe-là a refusé. Le groupe a été supplié, presque, par l'ancien régime. Mais le groupe a dit, on ne peut pas prendre en l'état. Il faut d'abord investir avant de prendre. À partir de cet instant, si un groupe comme Orange a refusé, pourquoi est-ce que vous voulez que le gouvernement lui-même investisse? Monsieur oui, je voudrais apporter des éclaircissements à certains propos. Vous aviez dit que le gouvernement a peur peut-être de mettre des sous là où ceux qui ont tué la maison... Ceux qui ont vu la maison mourir. Ceux qui ont vu la maison mourir. Voilà. D'accord. Mais moi, je vous dirais que ceux qui ont tué la maison sont aujourd'hui avec ce gouvernement-là. Et ce sont eux, justement, qui prennent cette décision. Il faut les dénoncer. Il fallait le dénoncer depuis. Il faut continuer par le faire. C'est ce que nous reprochons aux syndicalistes. Écoutez, justement quelles ont été les actions au moment où la société était mal gérée? Quelles ont été les actions des syndicalistes pour quand même arrêter la saignée? Nous avions mené des actions. Nous avons mené beaucoup d'actions. Il ne suffit pas forcément de rentrer dans les rues pour qu'on sente que nous menons des actions. Mais quand il n'y a pas de salaire, on vous voit dans les rues. C'est cela. Mais... Oui, allez-y, monsieur. Il y a aussi que, dans notre... Je vais parler du cas de Bénin Télécom et de Libercom. Ces responsables arrivent
à mettre, à prendre. Vous savez qu'il y a eu des syndicats patriotes dans ce pays. Voilà. Les responsables arrivent à prendre certains syndicats dans leur poche et lorsque vous voulez faire des mouvements, ils sont avec vous et à la dernière minute, ils vous lâchent parce qu'ils ont peut-être peur de perdre leur poste. Ouais, donc c'était difficile. Et c'était un groupuscule qui était vraiment déterminé. Ça a fragilisé beaucoup de nos mouvements. La dernière fois, la marche du 8, ça a été pareil. On était restés ensemble pour faire la marche, mais à la fin, on s'est retrouvés à deux. Deux syndicats, je veux dire. Vous aviez dit, je dis, regardez par exemple à Bénin Télécom, infrastructure. Les syndicalistes ont écrit pour dénoncer la gestion du DG actuel qui est là. Ils ont écrit à la présidence, ils ont saisi la présidence. Et un audit a été commandité depuis la présidence. Les résultats sont tombés, mais il est toujours là. Il n'a pas été inquiété. Est-ce que c'est la faute des agents dans ce cas? Pourquoi? C'est vous qui estimez qu'il n'a pas été inquiété. Il n'a pas été inquiété, il est encore là. D'autant plus qu'il est encore en place. Il est encore en place. Et il siège au conseil numérique. Oui, mais et ce sont eux qui ont décidé de notre sort. Lorsque l'SDG de Libercom, lorsqu'il y a eu des dossiers qui l'ont éclaboussé en temps, ce n'est pas le même jour où les résultats sont sortis qu'on l'a sauté, non? Monsieur le journaliste, oui. par rapport à ça, je vais vous dire... Il est resté en poste pendant longtemps. Ce dossier, moi j'ai combattu Diman tout le temps. Je l'ai combattu tout le temps, mais il n'avait pas été inquiété. Il a fallu que le FONAC fasse une sortie pour que... C'est des choses du genre... C'est comme ça que ça se passe. Donc ne pensez pas que nous ne faisons rien. Nous faisons, mais ça ne porte pas son fruit. Lorsque moi je le dénonçais, j'ai écrit des choses contre lui. Mais on l'a laissé tout le temps. Il a fallu que le FONAC vienne déballer des choses pour qu'on l'enlève. Vous avez donné l'exemple de Bénin Télécom, SA tout à l'heure, Bénin Télécom, infrastructure. Pourquoi est-ce que par exemple ce syndicat ne veut pas aller en grève ou me demander à aller en grève parce qu'il reproche des choses au DG que le gouvernement ne veut pas satisfaire? Aujourd'hui... Vous voyez, mais parce que leur salaire, là, leur prime, parce que leur argent n'est pas menacé, ils ne veulent rien faire d'autre que bon, juste d'écrire. Et si le gouvernement dit rien, ok, on croise les bras. C'est ce que nous reprochons aux partenaires sociaux. Moi, je suis un journaliste, nous observons. Parce qu'avant, quand vous criez, nous on est là, on vous aide, on relaie et on vous défend. Parce qu'en réalité, nous aussi, nous sommes des employés de société également. Et donc, nous-mêmes, on ne peut pas accepter qu'on remette des emplois. Moi, j'ai toujours été contre toute privatisation, bien, toute réforme qui remet en cause des emplois. Ce n'est pas normal. Justement, cette réforme remet en cause, remet des emplois en cause. Non, la réforme actuelle et le syndicalisme, il est encore témoin. Je pense qu'il n'est pas contre. Vous savez, quand moi je vais au Togo, quand je vais pour des colloques, des ateliers, ou même si c'est l'État togolais ou bien des sociétés privées qui m'invitent là-bas, quand vous descendez en même temps dans le pays, où vous arrivez à l'hôtel, on vous accueille avec un pack. Dans ce pack, il y a un téléphone et il y a la SIM Togocel. Quand vous offrez, c'est-à-dire que l'État togolais lui-même contribue à la promotion du premier réseau mobile de leur pays. Mais au Bénin, vous voyez, vous ne pouvez même pas dire que vous avez même... Moi, j'ai payé 2 SIM Libercom qui n'ont jamais marché, par exemple. Et lui-même, il a dit, c'est sûr que lui-même qui est là, mais il n'a plus de SIM Libercom qui marche. Non, mais il en a. Alors qu'il est agent, c'est avec ça que vous m'avez appelé. Vous n'en savez rien. Oui, c'est vrai que je ne suis pas contre les réformes dans le secteur. C'est vrai que je suis d'accord que la maison va mal, mais je ne suis pas d'accord pour la suppression des emplois. Vous comprenez que on peut faire d'autres réformes sans... Mais vous êtes d'accord au moins pour le fait que la société soit quand même dissoute? Que la société soit dissoute, mais qu'on crée une autre en remplacement. Mais pas tout de suite, non? On ne peut pas créer le même jour. Non, écoutez, regardez bien le relevé du Conseil des ministres. On a parlé de la suspension de Libercom, de la suspension provisoire de Libercom et de Bénin Télécom Infrastructure, mais là, on a pris soin de dire qu'il sera créé une société de ils ont pas de suspension provisoire. Anticipé, je crois anticipé. Ou anticipé, c'est pas provisoire, anticipé. Oui. Ok, excusez-moi, anticipé. Des solutions anticipées de Libercom et de Bénin Télécom Infrastructure. Mais là, ils ont précisé qu'il sera créé une société de patrimoine non, mais ils font appel à un privé
pour une gestion de type privé de Benin Telecom Service. Mais Benin Telecom Infrastructure sera créée une société qui va gérer l'infrastructure. Vous voyez, là, c'est précis. Mais dans notre cas, rien n'est précisé. Donc, je suppose, si je prends le relevé comme tel que c'est fait, je suppose qu'il n'y aura rien. Alors, ça veut dire que vous aurez préféré, parce que au temps du régime, l'ancien régime sous le président Boniaï, il a été question d'une dénationalisation. Est-ce que cela voudrait dire qu'aujourd'hui, vous préférez une dénationalisation que d'aucuns ont combattu? Mais est-ce que cela voudrait dire qu'aujourd'hui, vous aurez préféré encore cette dénationalisation à la dissolution aujourd'hui qui est proposée? Oui, on aurait préféré cette dénationalisation. Mais par contre, si... Je l'ai dit plusieurs fois ici déjà, si le gouvernement peut créer une autre structure en remplacement de l'Ibercom, cela ne nous gênerait pas. Mais lorsque rien n'est précisé, mais c'est là où il y a une inquiétude. Rien n'est précisé et on nous dit clairement qu'on va nous payer nos droits. Puisque la ministre a été très claire, elle nous a dit vous aurez entièrement vos droits. Et bon, je lui avais demandé s'il faut qu'on éteigne le réseau et qu'on parte. Elle nous a dit non, d'attendre. Je me demande qu'est-ce qu'on va faire aussi de ces numéros. Même si l'Ibercom ne marchait pas du tout, nous avons quand même des abonnés qui sont... C'est pour ça que moi je vous disais tout à l'heure. Nous avons des abonnés qui sont très fidèles au réseau. Je peux vous dire, par exemple, que le président Soglo n'a jamais laissé sa ligne l'Ibercom. Il a été pendant longtemps l'un des meilleurs consommateurs de crédit. Jusqu'à aujourd'hui, il continue de l'utiliser. Donc, je me demande qu'est-ce qu'on va faire de ces clients-là. Est-ce que ces numéros-là vont disparaître? Point d'interrogation. On va vous payer vos droits et tout, mais des difficultés en perspective, parce qu'il y en a parmi vous qui ont fait des prêts au niveau des banques. Bien sûr. Ce sont des difficultés en perspective. Ce sont des difficultés. Bon, nous allons rentrer en négociation avec Madame la ministre, mais ce que nous déplorons un peu, c'est que lors des négociations, nous n'arrivons pas à cerner en fait ce qui va se passer. On nous promet des choses. Il y a un certain mystère autour de ce Il y a un certain mystère autour. Par exemple, pour le plan social, puisque si on doit nous payer des droits, il faut qu'on fasse un plan social. Bon, moi, j'étais au boulot quand le jeudi passé, mon DG m'appelle et me dit il faut qu'on aille en réunion parce qu'on doit déposer le plan social à la ministre demain, c'est-à-dire vendredi. J'ai dit mais comment est-ce que nous pouvons rédiger un plan social en 24 heures? Et bien, je lui ai dit carrément que ce ne serait pas possible. Je me demande... Maintenant, le plan social est déposé? Non, pas encore, parce que moi j'ai saisi la Direction Générale du Travail qui doit nous accompagner dans la rédaction. Nous ne l'avons pas encore déposé. Mais nous avions eu les conseils de l'inspecteur du travail qui demande à ce qu'on dépose, puisqu'on nous presse, qu'on dépose un rapport provisoire sous réserve d'un rapport définitif. Un rapport définitif. Je crois que c'est ce qui va être fait dans la journée. Alors, Félicien Fayon, cela fait tout de même plusieurs entreprises d'État sur lesquelles souffle le vent de privatisation et de liquidation. La SECNA, le CNHU, le port autonome de Cotonou, la SONAPRA. Ça doit faire au total 7, si cette dissolution de l'Ibercom et de Benin Telecom SA devenait une réalité. Beaucoup d'emplois quand même en souffrance. À ce rythme, est-ce qu'on ne risque pas de se lever un bon matin et de voir que tout le Bénin a été liquidé ou privatisé? Bon, vous savez, j'ai dit à l'entame de cette émission qu'il faut qu'on aille fouiller derrière ce qu'on appelle privatisation, ce que ça cache. Est-ce que c'est vraiment mauvais pour un pays, une nation, ou bien, bon, ça présente des avantages. Moi, j'ai eu la chance d'aller en Côte d'Ivoire, d'aller au Ghana, et surtout en Côte d'Ivoire, là, maintenant, où il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train d'être, beaucoup de sociétés qui sont en train d'être privatisées. Il y a des investisseurs étrangers qui sont dans le pays. Vous avez vu qu'Abidjan a changé.
et c'est même pas Abidjan seul, plusieurs villes donc, de la Côte d'Ivoire ont changé leur visage et tout marche et les populations sont contentes. Alors qu'au départ, les gens criaient et dénonçaient donc les actions de privatisation qui étaient en cours. Vous avez vu, moi j'étais, vous avez vu le pont Henri Conan, voilà, le pont qui a été fait, ils ont même, ce pont-là déjà pratiquement saturé, ils ont même privatisé encore le bas, la voie fluviale qui est là, et les gens aujourd'hui, les Ivoiriens aujourd'hui, appellent pratiquement à la privatisation, s'il le faut même de tout le pays. Bon, malheureusement, on ne peut pas privatiser tout le pays. Vous voyez, au Bénin, ce pourquoi les dirigeants actuels entendent donc privatiser tout, c'est pour offrir de meilleurs services aux populations. Bon, enfin, à les entendre, je ne suis pas à leur place, à les entendre. Et les sociétés dont on parle aujourd'hui, quand on parle de CNHU, je ne suis pas sûr que vous-même qui êtes là aujourd'hui, si vous tombez malade et qu'on vous réfère au CNHU, vous serez content. Vous allez commencer par pleurer d'avance pour dire, mais apparemment, c'est moi qui ai programmé. Moi, j'ai eu un frère comme ça, un grand frère à moi qui, fin janvier dernier, était indisposé, on l'a référé au CNHU, en coup de route, il a commencé à pleurer. Effectivement, en février, il en est mort. Oui, mais voyez... La privatisation de la santé, ça devient cher, la santé finalement. Justement, même si c'est la santé à de prix, même si c'est cher, et que vous êtes sûr qu'en allant là, vous allez donc sortir tout guéri et tout satisfait, où est le problème? Si oui, au CNHU, où se retrouve le plan social dans toutes ces privatisations, si ça doit revenir? Je pense que, à mon avis, plus cher à une population qui souffre déjà de son pouvoir d'achat. À mon avis, il faut laisser le gouvernement aller pas à pas. Nous ne pouvons pas vouloir d'une chose et son contraire. On ne peut pas vouloir qu'on nous mange des omelettes et demander qu'on ne casse pas des œufs. Ce n'est pas possible. Si nous voulons, par exemple, être bien soignés, il faut qu'on accepte les histoires d'affaires-mage, il faut qu'on accepte les histoires de privatisation. Encore qu'au CNHU, aucune décision n'a été prise dans ce sens encore. C'est juste un rapport d'un comité qui a travaillé, qui a fait cette proposition au gouvernement qui n'a même pas encore étudié cela. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse tout de suite parler de privatisation maintenant. Si ça est de cela, on a qu'à aller dans ce sens. On a qu'à aller dans ce sens pour que nous puissions bénéficier, nos populations puissions bénéficier de meilleurs services. Aujourd'hui, vous voyez, quand vous quittez Calavi pour Datopa, vous voyez le temps que nous mettons, alors que si on pouvait permettre aux investisseurs privés de venir et de nous mettre par exemple de mini-bateaux sur le fleuve, le lac qui est là, qui peut donc quitter Calavi pour Datopa en 30 minutes, je pense que ça peut aller. Et donc les privatisations, en quelque sorte, il ne faut pas les voir forcément sous de mauvais angles, il ne faut pas les voir avec de mauvais yeux, il faut tout de même essayer de les analyser, voir un peu les sociétés qu'on veut privatiser pour maintenant en tirer les conclusions. Maintenant, vous parlez des emplois. Il faut plus conseiller. Moi, je pense qu'il faut que si nous devons demander à nos enfants, bien orienter nos enfants, ce n'est pas vers l'État, c'est plutôt vers le privé. Mais il faut créer aussi les conditions. Il faut les conditions, oui. Quand on privatise les sociétés, ce n'est pas les étrangers qui viennent travailler forcément dans la société. De toutes les façons, nous avons écouté le partenaire social. Il n'a jamais dit qu'ils sont contre la privatisation, mais ils veulent une privatisation à visage qui a un visage humain, qui a un visage social, n'est-ce pas, monsieur? Bien sûr. Nous voulons que les emplois soient sauvegardés. C'est-à-dire, tel que ça a été fait dans notre cas. Vous savez, le cas de l'Ibercom est différent de tous les autres cas. Lorsque nous parlons de la Sonapra, au moins parce qu'effectivement, justement, la situation de l'Ibercom est différente des autres sociétés. C'est différent parce que les autres, ils ont créé d'autres structures. Non, mais toutes les Bénin Télécom n'est pas mieux loti que l'Ibercom. Hein. Bénin Télécom aussi a des dettes. Eux aussi payent difficilement le salaire. Ils offrent quand même les services, continuent d'offrir les services. Ils continuent d'offrir les services. Ce n'est pas que les dettes, mais c'est que vous n'arrivez plus à offrir les services. Non, nous offrons les services parce que... Il a expliqué tout à l'heure pourquoi. C'est parce qu'on a privé la société de... Les équipements sont vétustes. Oui. On peut même plus, vous n'avez même plus on n'a plus la capacité d'offrir des services. Nous n'avons pas la capacité d'offrir des services plus. Mais les téléphones Libercom marchent. Vous ne dépassez pas Cotonou? Nous ne dépassons pas Cotonou, vous avez dit? Non, vous êtes très mal informé. Libercom a une bonne couverture. Hein. Nous sommes jusqu'au nord. Libercom a une bonne couverture. C'est vrai que ça rate, pas en droit, mais... non. En 2017, faut-il avoir une SIM qui rate encore? C'est ça le problème. Ça ne dépendait pas de nous. Ça ne dépend pas de nous. Mais vous installez un réseau, vous ne voulez pas assurer la maintenance, vous ne voulez pas changer les équipements. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez aujourd'hui l'impression qu'on a programmé la mort de la société. Aujourd'hui, les travailleurs sont les victimes. Sont les victimes. On a programmé la mort de... Je vous ai raconté tout ce qui s'est passé. Et au départ, lorsque l'Ibercom faisait des milliards, ça allait dans le compte de Bénin Télécom. Mais ils n'ont jamais pensé même créer un siège. Je vous dis, notre direction, nous sommes en location actuellement.
Donc, c'est d'abord les grands patrons de Bénin Télécom qui ont très mal géré la maison et les cadres du ministère. En tout cas, c'est un tout. Et ils étaient en train de programmer notre mort petit à petit, jusqu'à ce que nous sommes devenus. Parce que vous imaginez, je vous ai parlé de Glo tout à l'heure. Il y a eu beaucoup trop de choses qui se passent. Et les décisions viennent du haut. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Si vous devez lancer un appel, si vous devez conclure cette émission, qu'est-ce que vous avez à dire? Si je dois conclure cette émission, je lance un appel au gouvernement pour que le cas des employés de Libercom soit réétudié. Réétudier comment? Bon, je ne sais pas ce qui est prévu. Peut-être qu'ils ont un plan derrière la tête qu'ils ne nous ont pas dit. Peut-être. Mais sinon, moi, j'aurais aimé qu'on crée une autre société pour pouvoir repêcher le personnel. Le personnel de Libercom. Aller par exemple à un partenariat public-privé. Public-privé, peut-être. Et demander au personnel, demander à ceux qui veulent partir de partir, et ceux qui veulent rester, de rester. Parce que peut-être que d'autres veulent partir aussi, hein. On ne sait jamais. Félicien Fayon. Oui, je me joins à M. Humpé pour prier le gouvernement, d'accord. D'abord, saluer la décision du gouvernement, ensuite le prier, de faire en sorte que les emplois ne soient pas perdus et ne disparaissent pas, parce que ceux qui sont là-bas, sinon ceux qui étaient là-bas, c'est des pères de famille, c'est des mères de famille. C'est vrai, on va les indemniser, oui, mais il ne faut pas les indemniser pour qu'ils aillent se retrouver à la maison. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut quand même trouver la solution pour les recaser quelque part. Il y en a qui sont endettés et que les banques composent. Justement, donc je me joins à lui et je dis, il faut forcément créer une société. Ça va se faire, à mon avis. Si c'est fait, c'est qu'il faut qu'on pense à ceux qui étaient à Bénin Télécom et à Bénin Libercom, enfin, à Libercom SA. Il ne faut pas qu'on aille chercher des gens ailleurs, qu'on laisse ceux qui sont là, qu'on pense à eux et qu'on les privilégie dans les recrutements à faire s'il y en a. Je voudrais ajouter très rapidement quelque chose. En fait, aujourd'hui, on nous fait de la mauvaise publicité, c'est-à-dire aux agents de Libercom. On nous fait de la mauvaise publicité, comme quoi c'est les agents qui sont incompétents, c'est pour ça que le réseau est tombé, voilà. Or, nous avons été licenciés, certains parmi nous devraient aller sur le marché de l'emploi, aller chercher d'autres emplois. Mais lorsqu'on tient de ces genres de raisonnement, ça ne nous arrange pas. Mais je voudrais éclairer l'opinion publique pour vous dire, si les agents de Libercom étaient aussi mauvais, pourquoi par le passé Libercom avait fait des prouesses? Et pourquoi les autres réseaux GSM viennent piocher des gens parmi nous? Merci les Béninois, vous aurez compris. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Ferdinand Humpé, secrétaire général du syndicat des travailleurs de Libercom SA Sintra Libercom. Félicien Fayon, journaliste chargé des enquêtes et des dossiers à la rédaction du quotidien béninois d'information et d'analyse Le Matinal. Merci à vous d'être passé avec vos différentes opinions. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Ravi d'avoir été en votre compagnie et très bonne suite des programmes sur SICA.